Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Swatch Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également, vous avez en lien également la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Donc, vous ne recevez pas la même chose sur la plupart de ces liens-là. Donc, sur la Top Newsletter, c'est essentiellement ici des notes d'analyse concernant les secteurs d'activité, par exemple le secteur automobile, le secteur des banques, voilà, ce genre de choses-là. Et dans le service Top Premium ici, vous pouvez demander des analyses comme celle qu'on va faire présentement ici, analyse quantitative. Vous recevez 2 notes d'analyse ici par mois qui représentent à peu près mon choix, d'accord, essentiellement basé sur la lecture des rapports financiers, ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a déjà eu à mentionner précédemment. OK? Donc, on va se donner ici, donc n'oubliez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je vais rapidement ici, vu que c'est une demande spéciale, donc vous pouvez également, comme je l'ai dit, vous pouvez demander des demandes, vous pouvez demander ici des analyses pour ce genre d'entreprise, d'accord, et avoir la certitude que ça va être fait. Donc, vu que c'est une nouvelle entreprise et qu'on n'a jamais eu à l'analyser sur cette chaîne, la première chose que je regarde généralement, au-delà de savoir à peu près, d'essayer de regarder la description de la vidéo de la compagnie ici, parce que je vous ai toujours dit que, dépendamment du secteur d'activité, on aura tendance à avoir un raisonnement différent. Ok? Donc, le raisonnement ici va dépendre du secteur d'activité. Donc, ici, on est c'est le premier fabricant mondial de montres suisses. Donc, le chiffre d'affaires par famille se reproduit à 96% sur les montres et bijoux, 3% sur les systèmes électroniques, etc. Donc, le CA la répartition géographique est la suivante. 9% en Suisse, des ventes en Suisse, 19% en Europe. Quand on dit Europe, il faut vérifier est-ce que c'est en Europe sauf la Suisse. Ok, donc je ne sais même pas si la Suisse fait partie de l'Union européenne. Ensuite, on va prendre ici l'Asie. Ok, c'est normal que je ne sache pas, moi je viens du Cameroun, donc c'est normal. Après, on a l'Asie également ici, 61,5%. L'Asie, quel pays sur le continent asiatique? On a également l'Amérique, 8,6%, l'Océanie, etc. Donc, heureusement qu'on nous donne à peu près cette diversification géographique-là avec les pays qui pèsent le plus ici. Donc, on sait que s'il y a un souci en Chine présentement, voilà, donc la Chine représente près de 31% du chiffre d'affaires de cette compagnie ici. C'est énorme. OK? So, dites-vous que la Chine ici, si ça se passe mal en Chine, voilà, l'entreprise va avoir tendance à souffrir. On peut voir ici que en Chine, il y a encore du confinement. Donc, il y a encore un certain ralentissement. Donc, vous allez voir que ce genre d'entreprise. Donc, si on a un chiffre d'affaires qui diminue ici en Chine, c'est peut-être l'une des raisons. Mais il faut toujours aller vérifier. Vous constatez qu'entre 2021 et 2022, le revenu a diminué. D'accord? Bref, on revient ici au niveau de l'analyse. Quand je prends cette compagnie, si je prends bien le ticker symbole UHR, parce qu'il y a 2 ticker symboles, UHRN, comme Nathalie, et UHR. OK? Donc, vous pouvez aller voir la différence entre UHR et UHRN. Je pense que c'est une question ici de droit de vote. Il y en a un qui est plus liquide que l'autre également. Donc, j'ai choisi le UHR qui me semble être plus liquide que l'autre. OK? So, ici, revenus, tendance des revenus, si on voit qu'on a des revenus décroissants sur depuis à peu près 2014. Enfin, quand je dis même décroissant, j'exagère parce que je pense même qu'on a plutôt une stabilité sur les dernières années. On sait qu'on n'a pas on n'a pas de croissance à ce niveau-ci. OK? Donc, c'est une entreprise qui se maintient juste. OK? Donc, maintenant, en termes de marge brute ici, qu'est-ce qui se passe? Je préfère avoir un revenu ici qui est à peu près un chiffre d'affaires stable, d'accord? Mais avec des marges également qui sont stables. Donc, est-ce que c'est le cas? Oui, dans une certaine mesure ici, les marges de cette compagnie-ci sont à peu près stables. On aime bien ce qu'on voit ici. On voit même que les marges ont tendance à augmenter sur voilà, la dernière année. D'accord? Bon, avant 2020 ici, c'était à peu près assez compliqué. Mais entre 2021 et 2022 ici, on a une augmentation des marges brutes. Parfait. OK. Au niveau des revenus, quels sont en termes de croissance ici? Est-ce que nous n'avons pas une entreprise qui est en croissance? C'est une entreprise qui est plutôt, voilà, elle se maintient. Si on prend la croissance sur les 5 dernières années ici, elle est même négative. Mais n'oubliez pas également qu'il y a eu une situation, la pandémie, etc. Donc c'est plutôt une entreprise ici où il n'y a pas de croissance. C'est qui, voilà, je dirais, c'est pas trop une bonne chose, surtout que techniquement, même en période même en maturité, vous devez au moins croire qu'au niveau de l'inflation, c'est-à-dire que en cas d'augmentation ici des prix des matières premières, vous pouvez au moins augmenter les prix ici. Donc ça peut également vouloir dire qu'il faut également regarder ici que si la marge brute augmente, est-ce que c'est parce qu'on a augmenté le prix, mais les volumes ont diminué? Parce que les deux doivent aller dans le même sens. Okay, il faut faire attention ici. So, c'est plutôt une entreprise à peu près stable. En termes de prévision, est-ce que les analystes s'attendent à quelque chose en termes de croissance des revenus ici? Donc, ça reste des prévisions ici.
Ok, attention, toujours à prendre avec des pincettes. Donc, vous voyez ici que c'est un business qui est à peu près, on s'attend à une certaine croissance, de près de 9 milliards de francs suisses en 2025. Ok, si on s'attend à 9 milliards en 2025 par rapport à ce qu'on a et qu'on constate ici que sur les dernières années, d'accord, c'est une entreprise, parce que le 9 milliards, il est situé à ce niveau. Hein, je vais juste le mettre ici pour pour que vous puissiez le voir. On est à peu près à ces niveaux-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint 9 milliards. On n'a même jamais atteint du 9 milliards ici, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est possible? Parce que généralement, c'est très optimiste avant qu'il arrive avant de rencontrer certains soucis, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Également, il faut se rendre compte d'une chose. C'est pas un business très, voilà, je dirais, c'est de la consommation, ça reste de la consommation discrétionnaire, hein. Même si ce sont des montres, etc., il faut faire très attention. Quel type de montre ici? Grand public, collection, ce genre de choses-là. Parce que des montres, quand je dis collection, des montres d'un certain prix, c'est important à aller regarder. Donc, quand je prends les 10 dernières années ici, en termes de revenus, parce que techniquement, enfin, 2020, 2021 et 2022 ici, voilà, je pense que la pandémie étant passée par là, il y a de fortes chances qu'on revienne au moins à des revenus de près de 8 milliards. Ok, donc je vais être assez prudent, je vais mettre 8 milliards ici. Même si on s'attend à avoir du 5 milliards et à peu près du 9 milliards d'ici 2025, je mettrai à peu près 8 milliards ici. Ok, donc j'explique la raison pour laquelle j'ai mis 8 milliards. Les analystes s'attendent à plus que ça. Ok, tant mieux si on a plus que ça. Croissance de revenus, rien du tout. En termes de free cash flow, ici, déjà, comme première, je compare les net income, d'accord, et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Parce que, comme je dis toujours, le plus important sont les free cash flow. Donc, s'il y a une différence entre les net income et les free cash flow, il faudrait aller regarder pourquoi. Parce que free cash flow doit être égal au moins à net income. D'accord? Quand on compare les deux, on se rend compte que d'habitude, on a des free cash flow qui sont moins élevés que les net income. OK, mais attention, ces free cash flow, il faut également les normaliser. Donc, si je prends ici, excusez-moi, les net income en question, il faut également les normaliser. Donc, je vais essayer de regarder les net income normalisés ici, histoire de voir si on n'a pas eu des éléments extraordinaires certaines années. Donc, je mets ça ici. Vous voyez qu'on a eu certains éléments extraordinaires certaines années. Je vais mettre ça ici en yearly. Donc, vous constatez que cette période, s'il y a dû avoir un élément extraordinaire, on a peut-être vendu un segment d'activité ou ce genre de choses-là. Donc, toujours aller vérifier. Ou bien on a reçu des dividendes, on reçoit des dividendes ici des différents investissements, c'est à vérifier, attention. Euh, en termes de free cash flow ici, on peut constater que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income. Ok, il faut faire attention. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers, posez-vous la question pourquoi. Parce que là maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme marge? D'accord. Donc, j'aurais tendance ici, je vais aller regarder les marges, je vais regarder ici les marges moyennes, d'accord, les net income, les marges en termes de pourcentage, pas les marges moyennes ici. En pourcentage ici, on les met là. Je mets ça comme ça. OK. Les analystes s'attendent à des marges de combien en termes de net income? Ici, on constate qu'on s'attend à du 13-12% par là. D'accord? En 2025. Ça, c'est si on est optimiste. Elle peut également augmenter les prix. Elle a un pricing power. Donc, généralement, pour voir si elle a déjà utilisé ce pricing power-là par le passé, commencer à regarder les marges brutes. Est-ce qu'on a eu une évolution des marges brutes ici? Les marges brutes sont plutôt stables. D'accord? Donc, c'est pas comme si on allait prendre, par exemple, si vous regardez une entreprise comme, je vous prends un exemple ici simple, si vous regardez une entreprise ici comme, disons, LVMH, qui est un segment montre, d'accord? C'est pas un concurrent pur et parfait. Ici, vous allez voir que les marges ont tendance à légèrement augmenter, ok? Si on prend par exemple Hermès, ok? Hermès, on va le mettre ici, Hermès, on constate ici que la marge brute a tendance également à augmenter. Donc, ici, on a plutôt des marges assez stables. Sans doute, on augmente uniquement le prix pour couvrir les charges supplémentaires liées au coût de production. Maintenant, en termes de marge, on s'attend à du 10% dans le futur. OK, près de 13% dans le futur en termes de marge nette. OK, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je ne veux pas prendre des marges de 13% et après ça me retrouver avec des marges de 10%. Il faut faire très attention. OK, donc ce que je vais faire ici, je prends la médiane. OK, je constate ici que sur les 20 dernières années, c'est un business qui a à peu près rapporté 13% de marge. 13%. Mais vous constatez que depuis à peu près 2016, on a des marges moins élevées que ça. OK, sur les derniers trimestres, dont janvier, ici, on reste à 10%. Donc, si je mets ça ici en yearly, vous constatez que voilà, on est à 13% sur les 20 dernières années. Mais depuis à peu près 2016, donc ça fait 6 ans aujourd'hui, on a des marges moins élevées. Donc, si on prend les 5 dernières années ici, on constate quoi? On se rapproche plus du 10%. Je ne prendrai pas du 13%, je prendrai du 10% ici. Et maintenant, je sais qu'en lisant les rapports financiers, je dois savoir pourquoi est-ce qu'on a des marges de moins en moins élevées. D'accord? Depuis à peu près 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
On prend ça ici, on remplit. Donc, on a des marges ici de 10%. Voilà. Nombre d'actions, donc à vérifier ici le nombre d'actions. Quand je vérifie le nombre d'actions, c'est pour voir à peu près si ça augmente ou diminue. On a 51,85. OK? Ça, c'est selon Coifin, 51,85. Toujours aller regarder dans les rapports financiers de toutes les façons. Donc ici, ça marque au dernier trimestre 51,84. Et ici, on est prêt sur Zone Bourse. On est à combien en termes de nombre d'actions? Voilà, 51,84 à peu près. Donc je vais mettre ça ici à 51,84. Donc c'est à peu près à ce niveau-ci. Donc je marque ici 51, nombre d'actions 51,84. Maintenant, PER moyen pour ce genre d'entreprise ici, allez vérifier. Donc, on prend ça. Le PER, je rappelle toujours que c'est un rendement si vous inversez le calcul ici. Donc, si on prend le price to earning de 10, ça veut dire 10% de rendement. Le price to earning de 20, ça veut dire ici 5% de rendement, d'accord? 100 divisé par 20, d'accord? Si on prend un price to earning de 40, ça veut dire 2,5% de rendement, donc 100 divisé par 2,5. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus que 100% de rendement si l'entreprise vous distribue la totalité de ses bénéfices nets. D'accord? Par rapport à vos prix d'acquisition. Donc ici, on prend ça, on met ça ici, voilà. Sur les 12 derniers mois, je prends la médiane. Toujours prendre la médiane, c'est important. Parce que la médiane me permet d'éliminer ce genre de variation extrême ici. Parce que si je prends la moyenne, vous allez voir ici que la moyenne sera légèrement plus élevée. Bref, quand je prends les 20 dernières années, je constate ici qu'on est à peu près à du 18 fois les bénéfices. Quand je prends à peu près les 10 dernières années, on a à peu près 17 fois les bénéfices. 5 dernières années, on a à peu près à du 18 fois les bénéfices. Je pourrais même dire que c'est une entreprise qui pourrait même aller aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Généralement, la partie où elle opère, ça se négocie souvent à ce niveau-là. OK? Donc, je vais être prudent ici en me limitant à 17 fois les bénéfices. OK? 17 fois les bénéfices ici, voilà, c'est assez correct pour une entreprise où il n'y a pas de croissance du tout. OK? 17 fois les bénéfices. Donc, si on prend 100 ici, divisé par 17, ça donne à peu près un rendement de 5,88%. Donc, c'est-à-dire que si vous distribuez la totalité de ces bénéfices nets, quand elle s'échange à 17 fois les bénéfices, vous aurez un rendement de 5,88%. OK, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. D'accord, ça, c'est sans prendre en considération la croissance. Maintenant, le 5,88 que j'ai présentement, et encore, il faut aller vérifier, est-ce qu'elle a fait des acquisitions dernièrement? Parce que ça peut avoir un impact sur la croissance. Non, il n'y en a pas. OK, parfait. Donc, 17 fois les bénéfices, c'est ce qui est marqué ici. OK, comme je dis toujours, un like, un abonnement, les amis, ça fait toujours plaisir, on ne le demande jamais, d'accord? Mais voilà, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. Un like, un abonnement, un commentaire, comme vous voulez, OK? Dette nette, OK? La dette nette ici est de combien? Je prends la dette nette à ce niveau-ci. Dette nette, c'est important. On a combien? On a à peu près on a même du cash net, 2 milliards 540. Je vérifie également ici. 2 milliards 540 en termes de cash net ici. On a du cash net aux alentours de 2 milliards 540, peut-être même plus que ça. Donc, je mets le cash net ici à 2 milliards 540. C'est-à-dire que si en date d'aujourd'hui, vous achetez l'entreprise ici à sa capitalisation boursière totale, c'est-à-dire si on vous vend l'entreprise ici en date d'aujourd'hui à près de, je pense, c'est près de 14 milliards ici de francs suisses. Donc, si vous payez 14 milliards, vous ouvrez les comptes ici, vous allez vous rendre compte, il vous reste à peu près, vous allez trouver 2 milliards dans les caisses. C'est-à-dire qu'en réalité, ça vous a coûté aux alentours de 12 milliards. OK? C'est la même chose avec la dette. Si je l'achète à 14 milliards et que je trouve 10 milliards de dettes ici, donc ça va coûter réellement plus cher. D'accord? Même si la dette en question va être remboursée par l'entreprise. Bref, ici, on constate qu'on a 2 milliards 500, 2,5. Qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci, de manière sommaire, bien sûr. Donc, 17 fois les bénéfices, ça donne combien ici? 8 milliards, c'est-à-dire que la moyenne des revenus à peu près sur les 5 dernières années, d'accord? 8 milliards multiplié par 0,10, donc 10% de marge bénéficiaire, même si on s'attend à avoir plus que ça, mais restons prudents. Vous avez remarqué que depuis 2016, les marges sont moins élevées. Multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord, ça donne à peu près 13 milliards 600, plus la dette nette à 2 milliards 540, d'accord, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien? 51,84, 51,84, ça donne au total combien? Au total 311 francs suisses, 311 francs suisses. Donc, en date d'aujourd'hui, le prix actuel est de 294,7. On va se dire que Swatch Group est correctement évalué. OK? L'entreprise est correctement évaluée ici. Et il faut également marquer maintenant, si on parle de dividendes, elle distribue à peu près 2% de dividendes ici en date d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre ici UHR. Qu'est-ce que ça donne ici? UHR. Je vais juste voir le dividende à ces niveaux-ci. Alors, en espérant qu'il aille rapidement. Voilà. Donc, on voit ici qu'on a un dividende qui est versé sans interruption. Mais ça ne veut pas dire qu'il est croissant. Donc, on l'a réduit à ces niveaux-ci. On a tendance à le réduire d'ailleurs. Donc, il faut toujours aller vérifier les raisons pour lesquelles. Mais on verse quand même un dividende ici
qui est de l'ordre de 2% en date d'aujourd'hui, elle a les moyens de le verser ici, surtout que normalement, elle n'a pas de cash. Et également ici, au prix actuel, votre dividende, au prix actuel, d'accord, vous pouvez espérer un rendement aux alentours de 5,73% dépendamment du bénéfice net en date d'aujourd'hui. OK? So, maintenant, à vous de voir, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Moi, personnellement, je dirais, bof, il n'y a rien du tout là. 5% ici, on se rapproche du 6%, c'est plus une entreprise mature ici, sauf surprise future ici. Mais voilà, je ne m'avancerai pas. Même si on s'attend à des marges de plus en plus élevées dans le futur, ce qui veut dire que quand vous allez lire les rapports financiers, essayez de regarder si le management n'a pas une stratégie mise en place présentement avec objectif 13% de marge. OK? Si c'est le cas, il va falloir actualiser cela. Au lieu de prendre à peu près 8 milliards, au lieu de prendre à peu près 13% ici, vous allez prendre, au lieu de prendre 10%, vous allez prendre 13%. Et maintenant, si on parle de croissance de revenus ici, si elle a un objectif en termes de stratégie de revenus ici et qu'elle délivre la marchandise, d'accord, qu'elle livre la marchandise, parce que je rappelle qu'elle a des revenus moins élevés que le 8 milliards qu'on a pris en question, okay, alors que les années s'attendent à du 9 milliards et plus, donc ils sont plus optimistes ici. Donc si elle livre la marchandise, on aura tendance à l'évaluer. Donc c'est-à-dire à réactualiser. Donc au prix actuel, si vous êtes optimiste par rapport à Swatch Group, le prix actuel n'est pas mauvais. Encore, vous savez qu'il vous reste ici maintenant à poser les questions pourquoi est-ce que les revenus sont moins élevés ici. Peut-être qu'il y a eu une séparation, on a peut-être vendu un segment d'activité ou des choses comme ça. OK? C'est important d'aller vérifier. Donc, nous ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.